Bonjour, je suis Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Bienvenue dans l'Obuka, café littéraire pour la promotion et la valorisation des savoirs endogènes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Kinte Pinipini, auteur prolifique, originaire de la rive gauche du Congo. Monsieur Pinipini, bienvenue dans l'Obuka. Bonjour Lasconi, bonjour tous les amis, je suis heureux d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Alors, vous avez écrit un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment en Belgique, qui s'intitule « Croisade au pluriel de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale ». Pourriez-vous nous donner un aperçu de cet ouvrage, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Avant celui-là, j'avais écrit un autre qui avait aussi fait actualité, la mission civilisatrice au Congo, réduire les espaces de vie en prison et en enfer. C'est la suite de ce livre-là, du premier, que j'ai écrit en fait le second. Donc, vous parlez croisade au pluriel de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale, en 2 tomes, tome 1 et tome 2. Justement, avant de vous étendre sur ces 2 tomes-là, on voudrait savoir exactement quel est votre profil. Alors, je suis politologue, théologien et philosophe, écrivain évidemment, mais je suis également professeur assistant à l'université de Bandundu-Ville, Uniband, et chercheur à l'INADEP, l'Institut national d'études prospectives du Congo, et à Afrique Avenir, la Fondation Afrique Avenir à Douala. Voilà, donc je suis lauréat du prix international Cheikh Anta Diop de Douala, de l'Université de Douala, et du prix international Imhotep de Paris, de l'Institut Imhotep de Paris. Et voilà, donc je suis écrivain. Et d'où vous êtes venu l'idée d'écrire un ouvrage sur le christianisme en Afrique? Bon, la raison, il y en a plusieurs. Parmi les raisons, j'ai été curé de paroisse pendant longtemps ici en Belgique, mais j'étais aussi prêtre en France, également au Congo. Et alors, ceux avec qui j'étais en contact régulièrement, que ce soit en France ou ici en Belgique, semblaient dans l'ignorance de la situation réelle des Congolais et des Africains en particulier. Et c'était toujours pour savoir, en fait, comment vous êtes, comment vous faites ceci. Il y avait comme si c'était 2 mondes complètement étrangers. Et alors, c'est aussi ce que moi, je disais du Congo, de mon expérience congolaise, ça semblait les perturber un peu, dans ce sens que ils me disaient que ce n'était pas des choses qu'ils étaient entendues, qu'ils étaient habitués à entendre. Ils entendaient plutôt ce que tout le monde connaît ordinairement, que les Congolais, c'était des bons sauvages, c'est qui on était partis apporter la civilisation, et qui n'avaient presque des gens très, très pauvres qui n'ont rien, qui mangent à peine. Et c'est donc toutes ces choses-là qu'on entend régulièrement. Alors moi, quand je parlais du Congo, qu'ils disaient que c'était pas du tout vrai, que, voilà, que les gens mangeaient très bien au Congo, que le Congo était un pays très, très riche, que notre civilisation ancestrale était parmi les plus grandes au monde, ça les perturbait de dire comment c'est possible. Alors, plus on parlait, évidemment, plus ils me demandaient, ils se renseignaient, et j'ai commencé à me faire un petit nom, jusqu'au moment où ils m'ont demandé que je puisse écrire quand même ma version du Congo, parce que cette version que j'ai donnée du Congo, il ne la trouvait nulle part dans les écrits connus. Pourtant, il y en a pas mal, des écrits sur le Congo. Voilà, donc c'est comme ça que je me dis, moi aussi, me dis, comment est-ce que moi, je vais écrire encore un livre sur le Congo, alors qu'il y en a tellement, il y a des éminentes personnalités qui ont écrit, pourquoi moi, je vais écrire encore un livre sur le Congo? Mais il y avait cette attente, cette demande, je trouvais finalement qu'il fallait que moi, je donne aussi ma version. Et alors, j'avais un ami qui était professeur émérite, mais il avait enseigné à Genève, et je l'avais rencontré quand j'étais dans les Ardennes, ici en Belgique.
lui aussi m'a encouragé à écrire. Il a dit non, non, vaut mieux écrire. Il vaut mieux écrire parce que c'est important qu'on puisse connaître ton point de vue. J'avais déjà entendu cela par ailleurs quand j'étais aussi à Paris où les gens me disaient la même chose. C'est ainsi que je me suis décidé d'écrire ma version de l'histoire du Congo telle que moi je l'ai vécue. C'est l'histoire que moi je connais, telle que j'ai vécue, telle que j'ai entendu parler de mes parents par exemple, mais aussi d'autres personnes. Donc c'est ainsi que j'ai écrit ce premier livre-là, de Mission civilisatrice au Congo, et lu des espaces de vie en prison et en enfer, où j'étais en train de montrer qu'en fait, ce qu'on appelle la mission civilisatrice au Congo n'en était pas une, c'était au contraire une œuvre de destruction. Et le Congo, sous l'emprise de la colonisation, était une prison qui a été transformée par eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils ont mis en place, après leur départ, ils ont mis un régime qui a transformé le Congo en enfer, dans la situation dans laquelle le Congo se trouve jusqu'à présent. Donc voilà un peu ce que j'ai dit dans cet ouvrage-là, le premier. Alors, dans le second, ce qui était la suite de ce premier, la question est celle de savoir pourquoi tant de souffrances des Africains. Parce que partout où vous vous promenez, partout quand vous entendez les Africains parler, partout, c'est toujours dans la même situation, c'est toujours des plaintes de maltraitance, de plaintes d'une mauvaise vie. Alors, c'est ça la question. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi est-ce qu'un peuple doit s'identifier à la souffrance? Donc, ça c'est vraiment le questionnement à la base de ce nouveau livre. Alors, qu'est-ce qui serait à l'origine de ce scandale? Parce que la presse vous a consacré pas mal d'articles. Certains articles étaient quand même assez haineux à votre égard, parlant même d'ingratitude. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette folie médiatique? Ben, c'est-à-dire, dès que mon livre est sorti, j'ai été renvoyé de mon travail de curé de paroisse, du jour au lendemain, par une petite lettre de 3-4 lignes dans lesquelles on me disait que je n'avais plus de place, je ne devais plus rester là-bas, que ma place était au Congo, je devais retourner au Congo. Donc, Retourner au Congo en tant que citoyen ou en tant que curé? C'était pas leur problème. Pour eux, que je retourne au Congo, que je sois citoyen, que je sois mort dans un cercueil ou vivant, c'était pas leur problème. Le problème, c'est que je ne sois plus en Belgique, que je ne sois plus en contact avec le public belge. C'était surtout ça. Mais ils ne vous ont pas donné une raison particulière parce que écrire, tout le monde écrit, des livres à scandale, il y en a beaucoup. On a notamment l'ouvrage de Adam O'Child qui s'intitule King Leopold II Ghost, le fantôme du roi Léopold II, qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a vraiment posé les jalons d'un véritable débat autour de la colonisation belge au Congo. Et on ne comprend pas pourquoi votre ouvrage vous a valu tant d'inimitiés dans le milieu médiatique belge. Oui, ben cet ouvrage-là, c'est vrai que M. Charles de Moumet dit aussi qu'il a eu pas mal de problèmes avec ce livre-là. Quand on écrit sur l'histoire du Congo, c'est sûr qu'on doit s'attendre à des fautes parce que le Congo, c'est l'Europe en fait. L'Europe vit du Congo. Et l'Europe entière veille sur le Congo comme sur un bien qu'on ne doit pas toucher. Tous ceux qui écrivent pour défendre le Congo, depuis toujours, ont toujours eu des problèmes. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Morel, par exemple, et toute la clique de Liverpool. Donc, c'est comme ça, l'histoire du Congo, donc, en fait, finalement, c'est ça que j'ai découvert, effectivement, que le Congo est un bien exclusif que se sont réservés les Européens. Ils ne veulent pas qu'on y touche. Les Congolais, surtout. Personne ne doit être laissé dans la liberté de dire ce qu'il veut du Congo. D'ailleurs, Lumumba, voilà, nous connaissons son sort, c'est à cause de ça. Donc, c'est la même chose, c'est la série. Alors, moi, je n'ai pas reçu des motifs explicites, comme j'ai dit, pour lesquels j'ai été renvoyé, simplement que c'était comme ça. Mais comme le renvoi a été brusque et est arrivé immédiatement après la sortie du livre, les liens étaient évidents. Et puis, ils n'ont pas dit dans leur lettre, mais en parlant avec tel ou tel autre
ils ont dit que c'était à cause du livre. Donc, le livre je pense que mon livre défend le Congo, défend les Congolais surtout. Et ça, pour eux, c'est un crime de lèse-majesté. Défendre les Congolais est aux yeux de beaucoup un crime de lèse-majesté parce que les Congolais ne doivent pas être défendus. Le problème, c'est les Congolais, on s'en fout. Le problème, c'est le Congo. Et le Congo doit rester un bien de ces Européens, c'est simplement des christianisés, donc des Européens christianisés. C'est leur bien. Personne d'autre ne doit y mettre la main, surtout pas les Congolais. Eux, leur devoir, c'est mourir. C'est comme ça. Donc, ils sont là pour ça, et non pas pour vivre. Avez-vous été victime d'une censure particulière? Ben, disons, la censure est venue par eux, de cette façon. Leur censure, c'était de me renvoyer. Et que je ne sois plus en contact avec la République belge. Mais ça, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à me renvoyer. Je suis toujours là. Non seulement que j'ai écrit ces livres, j'ai écrit d'autres, donc je continue à écrire. Et je suis toujours au contact avec la République belge. Je suis plus en contact maintenant qu'avant. Non, il n'y a pas de censure. Au contraire, le livre a eu un impact réel parce que finalement, les gens ont compris c'est ce qu'il y a là derrière, c'est ce qui se passe et ce qui était important. Donc, aujourd'hui, non, le livre, c'est même bien vendu, il se comporte bien, il continue à être recherché, ce qui montre que c'est un livre qui a répondu à une attente. Et le second aussi a été sur cette lancée, il a connu aussi le même succès. Croisade de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale. Il est la suite de ce premier-là, en fait, parce qu'il est venu pour éclairer et clarifier la problématique de la souffrance des Africains, ce qu'on appelle des nègres, à travers le monde. D'ailleurs, qui est relayé aujourd'hui par Blake Marter, qui reprend ce thème de la souffrance des Africains, des Noirs, si on veut, dans le monde entier. Donc, il y a un coup armé, il y a un genou armé sur le cou des Noirs qui les empêche de vivre et de respirer même. Comment votre ouvrage a été accueilli en RDC, pays qui connaît un foisonnement religieux très important? Oui, paradoxalement, ce livre il est bien accueilli là aussi au Congo. Évidemment, les Congolais, dans la situation où n'ont pas tellement de moyens pour s'acheter. Mais j'étais surpris que beaucoup ont quand même acheté. Il y a eu surtout une solidarité qui s'est créée des Africains, des Congolais qui sont ici, ont acheté ce livre et l'ont envoyé à leurs frères au Congo. J'étais surpris d'apprendre par quelqu'un il y a 2-3 semaines que dans une bibliothèque à Mbandaka, ce livre, il y a 2 exemplaires de ce livre et qu'il est très bien apprécié là-bas, partout ailleurs en Afrique également. J'ai aussi reçu encore un témoignage hier au salon du livre de Douala qui se passe actuellement. Des gens passent au stand d'Afrique à venir pour aller acheter mes ouvrages et me féliciter pour ces écrits-là. Donc, non, il est bien reçu, au Congo. Évidemment, on est pour parler avec mon éditeur pour qu'il puisse être en version de livre de poche, pour qu'il puisse être pour que les gens puissent avoir un peu plus d'accès à ce livre. Mais quoi, ça va arriver, ça va venir. Et quelle a été la réaction de vos coreligionnaires congolais? Parce que on peut comprendre la position des curés ou du clergé tout simplement belge, mais qu'en est-il de la réaction du clergé congolais? Mais le clergé congolais ici, il est enchaîné. Non, je parle de celui qui est au Congo. Mais c'est la même chose. Donc, c'est celui qui est au Congo et celui qui est ici, ils sont enchaînés, ils ne peuvent pas parler, ne peuvent pas prendre la défense. Comme je vous dis, le Congo, c'est un bien privé de tout ce monde-là. Donc, les Congolais, ils n'ont pas droit de parler de leur pays comme ils voudraient. Au contraire, ils sont plutôt recrutés pour parler contre leurs propres frères. Donc, que ce soit les clergés, que ce soit les autres Congolais, c'est comme ça. Les clergés, c'est encore pire. Ils sont tellement enchaînés qu'ils ne vont pas prendre la défense, publiquement en tout cas. Mais j'en ai reçu, évidemment,
de soutien de l'un ou l'autre prêtre à titre individuel, évidemment. Ça, j'en ai reçu, mais je n'ai pas eu, il n'y a pas eu la défense collective de l'individu que j'étais pendant que j'étais malmené. Il n'y a pas eu. Au niveau officiel de l'Église, par exemple du Congo, une prise de position pour me défendre. Non, non, au contraire, ils se sont tués dans toutes les langues. Est-ce que votre ouvrage a-t-il fait l'objet d'un débat universitaire? Parce que c'est là où ça se passe, les temples du savoir. Est-ce que cet ouvrage, dans les départements de théologie, par exemple, on en a parlé dans les séminaires, d'autant plus que le Congo démocratique abrite un certain nombre de séminaires, notamment celui de Kisantu. Est-ce qu'il y a eu un débat autour de ce livre? Parce que c'est quand même un enjeu majeur, l'enjeu de mémoire. En tout cas, ce que je sais, au séminaire, je crois, de Lubumbashi, il y a un confrère qui est ici qui a acheté plusieurs exemplaires qu'il a envoyés là-bas, et que là-bas, dans ce séminaire, le livre a été très bien reçu et qu'il est bien lu. J'ai eu un témoignage d'un prêtre qui est venu, je crois, je pense, de Goma aussi, qui m'a dit que mon livre était bien, ils en avaient et qu'ils étaient contents de ce livre. Ils sont contents de mes écrits en général parce que j'ai écrit d'autres articles qu'ils ont lus. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents de ces articles et qu'ils m'encourageaient à continuer. En tout cas, beaucoup de confrères, comme nous on se dit entre nous, des prêtres, m'encouragent, demandent que je puisse continuer à écrire, que je ne puisse pas me décourager. Donc, en fait, pour dire que il est quand même bien reçu, mais est-ce qu'il est discuté au niveau des cours? Ça, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il y a des professeurs qui l'utilisent dans leur cours? Peut-être. Il y en a peut-être qui les utilisent. Oui, il y en a quand même qui les utilisent. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, des professeurs d'université que je connais, qui utilisent mes ouvrages dans leurs cours, dans d'autres universités, pas simplement dans des séminaires, mais dans l'université au Congo. Ça, oui, ça, je peux le dire. Combien d'ouvrages avez-vous publiés? Jusqu'à présent, j'en ai publié 6. 5 chez Afrique Avenir et 1 chez Edicad, édition Cheikh Anta Diop, toujours à Douala, donc au Cameroun. Et pourquoi le choix de Douala? Pourquoi pas le choix de Kinshasa? Puisque dernièrement, nous avons reçu une compatriote justement du Cameroun, qui est Madame Vouzap, qui a écrit un ouvrage, une BD qui a été justement illustrée par un Congolais de Kinshasa. Et cette fois-ci, c'est un Congolais de Kinshasa qui écrit un ouvrage édité par un Camerounais, comme quoi il y a des connexions qui ne s'expliquent pas. Mais moi, ma préoccupation est de savoir, vous parlez de croisade au pluriel. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Oui. Donc, la question des croisades est importante pour comprendre, en fait, notre histoire. Parce que souvent, quand on parle de croisade, on voit plutôt le Proche-Orient, où les Européens sont allés là-bas comme des croisés envoyés par la papauté pour aller reconquérir les terres saintes, comme ils ont appelé, des mains des musulmans. Alors, il n'est pas question, jusqu'à présent, il n'a jamais été question d'une croisade en terre africaine. Or, moi, j'apporte la preuve qu'il y en a eu, et que tout s'est passé en terre africaine. Ce sont des croisades. Quand parlons de la traite des Noirs, donc du commerce des Noirs, la traite, c'était une guerre, en fait. C'était la guerre des croisés européens contre les Africains sur la terre ancestrale, pour les transformer en simples objets. Donc, les épisodes de cette guerre-là sont connus. C'est cette guerre qui a duré plusieurs siècles, d'ailleurs, qui a complètement déstabilisé l'Afrique, qui a ruiné tous les grands empires africains connus à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque actuelle, il n'y a plus d'empire africain qu'on dirait que folklorique, mais les empires réels qui étaient puissants ont existé avant la traite. Avant la traite, on appelle la traite négrière, mais c'est la traite européenne, parce que c'était le commerce des Européens
sur les personnes des Africains transformées en objets, en simple objet de commerce pour s'enrichir. Donc, moi, je dis ça, c'est pour moi, c'est la première croisade, cette guerre-là. La deuxième, ça a été l'esclavage systématique de tous les Noirs. Les Noirs n'étaient plus de personnes, n'avaient plus aucune liberté, n'avaient plus de liberté, parce que la personne humaine se définit par la liberté qu'elle a. Or, ici, les Noirs n'en avaient plus aucune. Donc, ils étaient transformés ils étaient tous esclaves des Européens. Par le simple fait d'être noir, tu étais esclave, donc tu devais être au service de ce que j'appelle moi les christianisés européens. En fait, quand nous disons européens, moi, j'addis plutôt christianisés européens, parce que c'est cela. Et donc, pour moi, ça, c'est la seconde croisade. Et la troisième, qui est intervenue à la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la colonisation, mais en fait, qui n'en était pas une, qui était plutôt l'occupation armée des terres africaines par l'Europe christianisée. Donc voilà, donc je veux dire que et puis ça continue maintenant, c'est le néocolonialisme et tout. Pour moi, tout cela, ce sont des croisades. Parce que à la base de tout cela, il y a l'arme à feu. C'est l'arme à feu qui explique la traite, c'est l'arme à feu qui explique l'esclavage, c'est l'arme à feu qui explique la colonisation, c'est l'arme à feu qui explique le néocolonialisme. Or, l'arme à feu, c'est ça qui a été utilisé contre les musulmans pour aller récupérer les terres soi-disant saintes. Cet élément-là de l'arme à feu qui a été utilisé aussi bien au Proche-Orient qu'en Afrique, qui est déterminant, montre très bien qu'il y a une adéquation entre ce Proche-Orient attaqué et l'Afrique également attaquée par les mêmes croisés européens. Et pourtant, le Proche-Orient a joué également un rôle néfaste en Afrique dans la colonisation, puisque beaucoup de négriers sont partis du Proche-Orient pour rasier, notamment dans des territoires comme Pemba, dans l'actuelle Tanzanie, Zanzibar, etc. Donc, ils ont été à la fois victimes et oppresseurs. Absolument. Donc, vis-à-vis de l'Afrique, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire parce que la croisade ou les croisades européennes avaient échoué là-bas. Et les Arabes ont repris les dessus. Ils ont envahi l'Europe pendant des siècles. Donc, l'Europe a été envahie, a été conquise par les musulmans, par les Arabes, qui ont exercé leur domination là-bas, sur cette terre-là. Mais c'est vrai que mais l'idéologie de l'islam est la même que l'idéologie du christianisme. Donc, c'est pour cela que vis-à-vis des Africains, l'idéologie a existé de la même façon. Sauf que ce que les Européens, ils ont fait, c'était sans commune mesure par rapport à ce que les Arabes avaient fait. Parce que des témoignages même des Africains qui disent que c'est vrai que les Arabes, les musulmans avaient occupé l'Afrique, mais ils y respiraient sous cette occupation-là. Tandis que quand arrivait l'occupation européenne, la respiration a été coupée. Les Africains ne savaient même plus où ils pouvaient fuir. Il n'y avait plus moyen, il n'y avait pas moyen. C'était devenu l'enfer total. Donc, c'est la seule différence. Et pourtant, il y a des auteurs africains qui soutiennent le contraire, qui disent que l'occupation arabo-musulmane était pire en Afrique. On parle même de scènes de castration des eunuques, ce qui n'était peut-être pas le cas pendant l'occupation européenne, sans vouloir dédouaner l'une ou l'autre. Non, je veux dire que pendant l'occupation arabe qui a commencé au 7e siècle, les Africains respiraient. Je ne suis pas en train de faire évidemment les plaidoyers non plus des musulmans, mais c'est des témoignages des Africains eux-mêmes. Il y a un auteur qui s'appelle Robert Ian Moore, qui dit ça. C'est un Anglais, lui. Il a écrit en 2017. Il dit que sous l'occupation musulmane, les Africains, de leur propre témoignage, ils disent qu'ils respiraient parce que ils pouvaient même fuir et se cacher.
et vivre ainsi. Ce qui était devenu impossible sous l'occupation européenne. Il n'y avait plus moyen, on ne savait plus fuir nulle part. On était traqués, on était tout simplement réduits à être des objets aux mains des Européens. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas lieu de fuir nulle part. Alors, autre chose, c'est que sous l'occupation musulmane, les empires africains ont continué. Il y en a eu plusieurs. On peut citer l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire de Songhai. Tous ces empires ont continué à exister. Mais c'est avec l'occupation européenne qu'ils ont été tout simplement, tous ont été annulés, détruits. Et il n'y en a plus existé un seul. Il n'y en a plus un seul qui est resté debout. Ni à l'Afrique du Nord, ni à l'Afrique de l'Ouest, ni à l'Afrique de l'Est, ni à l'Afrique centrale, nulle part. Nulle part. Est-ce que ce ne sont pas les moyens technologiques qui ont fait la différence? Peut-être que si, pendant l'occupation arabo-musulmane, s'il y avait des armes plus sophistiquées, peut-être que nous aurons suivi le même sort, ou est-ce que considérez-vous que ces occupants étaient, enfin ces envahisseurs, étaient plus cléments que les autres? Non, c'est pas question de clémence, c'est pas question de moyens non plus, c'est question d'idéologie. Donc, c'est pas les moyens. Moi, je dis toujours qu'une arme ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est pas une arme parce qu'elle est sophistiquée qu'elle va tuer. Il y a des bombes atomiques entreposées en France ou en Angleterre, qui ne font du mal à personne. Elles sont bien entreposées, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Si on utilise des armes contre quelqu'un, contre un peuple, le problème c'est pas les armes qui sont problématiques. Le problème, c'est au niveau de la personne qui prend la décision librement d'utiliser ces armes-là contre cette personne ou ce peuple. C'est là surtout la différence. Souvent, on dit ça que ce sont des armes sophistiquées, mais non, ça c'est un faux argument. Les armes ne font jamais du mal à personne, tant qu'elles sont là. Une arme, c'est une arme, c'est un objet qui peut rester des siècles, des années ou des siècles même, sans avoir fait quoi que ce soit à qui que ce soit, tant qu'on ne l'utilise pas. Mais ici, donc, je dis que c'est l'idéologie. L'idéologie, à la base, c'est une idéologie qui est inquisitoriale, comme je dis. Donc, l'inquisition, c'est la clé pour comprendre ce qui s'est passé. Et l'inquisition, c'est sans pitié. D'ailleurs, il y a un auteur qui a dit que l'inquisition, c'est une invention diabolique. Quelqu'un a écrit d'ailleurs que face à l'inquisition, je crois que c'est Charles Léa qui a écrit que face à l'inquisition, même Saint-Pierre ou Saint-Paul n'auraient pas eu d'argument contre les inquisiteurs. Même pas Jésus lui-même, si pour autant que tous ces personnages existaient et qui se seraient présentés devant les inquisiteurs, ils auraient été condamnés. De l'inquisition, c'était ça. Donc le problème, c'est l'inquisition, ce qu'ils ont fait contre les gens, c'est pas question d'armes. C'est pas question d'armes, c'est question d'idéologie. L'idéologie qui veut que la personne humaine n'a aucune valeur devant moi parce que moi, j'ai le pouvoir. Et comme j'ai le pouvoir, je peux en faire ce que je veux. Je peux le jeter au feu brûlant. Parce que l'inquisition, c'était ça. C'était qu'on appelait le taux de feu. Jeter des personnes vivantes dans un feu brûlant, pas une personne, parfois des villages entiers. Donc, c'est de là que viennent en fait les armes à feu. Ça vient de l'inquisition du bûcher. Donc, là, il n'y avait même pas encore d'armes, mais il y avait le feu. Ils ont utilisé le feu comme une arme de destruction terrible. Et c'est de là que sont venues les armes à feu. Donc, il ne s'agit pas des armes qui seraient sophistiquées ou pas, non, c'est cette idéologie inquisitoriale qui est destructrice de fond en comble. Et lorsque vous parlez d'inquisition, où situez-vous l'inquisition, en Europe ou en Afrique? Mais l'inquisition, elle est européenne, évidemment. Non, mais je parle du terrain où l'inquisition a été pratiquée. Mais d'abord en Europe. L'inquisition est d'abord c'est ça pour comprendre ce qui s'est passé en Afrique. Il faut étudier l'Europe. L'inquisition a commencé en Europe. Elle a commencé au XIe siècle, XIIe, XIIIe. Là, elle a duré 7 siècles en Europe.
faut savoir que l'Europe actuelle provient de l'Inquisition. C'est l'Inquisition qui explique la carte actuelle de l'Europe. La France, telle que vous la voyez là, si elle est ce qu'elle est, ben c'est grâce à l'Inquisition. L'Inquisition, parce que la Grâce France, ou à cause? Grâce ou à cause? ben, pour certains, c'est grâce. Hein? Bon, mais, donc, pour ceux qui jouissent de la France aujourd'hui, c'est grâce, mais pour ceux qui ont subi les affres de l'Inquisition, c'est à cause de l'Inquisition. Par exemple, le Languedoc, qui était le pays le plus civilisé de l'Europe, hein, au XIe siècle, a été détruit totalement par l'Inquisition et a été annexé au royaume de France, qui était le royaume du Nord, en fait, le royaume de France. Quand vous allez aujourd'hui qu'on appelle la midi de la France, si vous faites attention, vous allez être surpris d'un fait qu'il y a là-bas de nombreuses familles qui sont propriétaires terriens et qui proviennent du nord de la France. Alors on se demande comment c'est possible. Or, c'est l'Inquisition qui explique ça. Ça s'est passé au XIIe, XIIIe, XIVe siècle avec la prise du Languedoc qui a été attaqué par le système inquisitorial et qui a été rendu au roi de France. Donc, c'est comme ça le roi de France, donc, qui était l'île de France actuelle et qui à l'époque n'avait que l'île de France actuelle et un peu le nord, a acquis ce territoire très riche, hein, du sud et l'a annexé. Donc, et ce n'est pas seulement là-bas, mais ce qu'on appelle aussi le territoire Aragon en Espagne, c'est pareil. La Lombardie en Italie, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que toute l'Europe actuelle ne s'explique que par l'Inquisition qui l'a créée. Parce que l'Inquisition a fait basculer l'Empire romain vers ce qu'on appelle l'ère du Moyen-Âge, qui est une ère qui est en fait d'ailleurs du Moyen-Âge comme a été identifié au XVIIe siècle, mais auparavant. Donc, c'est une période qui est une période, on appelle ça la période des âges sombres. Donc, c'est à cause de l'Inquisition. Donc, l'Inquisition a été inventée en Europe par la papauté, a sévi en Europe, et c'est comme ça que j'ai dit que les rescapés européens, donc ceux qui sont, parce que l'Europe, l'Inquisition a fait des massacres inouïs. La population européenne a diminué. Il faut savoir que, par exemple, la ville de Rome, qui comptait, on peut dire au 1er siècle, 1 million, je crois que vers le 11e, 12e siècle, il n'y avait plus que 30 000 personnes, si on peut même dire tout au plus. Donc, ça a été une diminution de population jamais atteinte. C'est pour cela que c'est grâce au Moyen-Âge, quand il y a eu cette réaction contre l'Inquisition, que vraiment les gens se sont ressaisis, qu'il y a commencé à avoir un peu plus de personnes en Europe. Mais l'Inquisition avait fortement diminué la population européenne parce que les gens étaient massacrés. Et c'est ce qui s'est passé par après, quand ces gens-là qui ont été ces rescapés arrivent en Afrique, ben, ils appliquent les mêmes méthodes inquisitoriales sur la terre africaine. Et ils ont appliqué les mêmes méthodes également sur d'autres terres comme en Amérique. Hein. C'est ainsi que on peut se demander comment c'est possible la population venue d'Espagne, par exemple, l'Espagne qui est un tout petit pays, soit devenue si nombreuse en Amérique, ce qu'on appelle l'Amérique latine aujourd'hui, parce que l'Amérique latine, en réalité, c'est l'Amérique espagnole. Et c'est plein d'Espagnols là. Mais ces Espagnols là, s'ils sont devenus si nombreux, ben c'est grâce à l'Inquisition, parce que cela leur a permis d'effacer les populations entières, de prendre leur terre et de se multiplier. Parce qu'il y avait de l'espace, il y avait à manger. Donc, quand il y a l'espace et à manger, les gens se multiplient. Donc, c'est ainsi qu'ils se sont multipliés là-bas, comme les Anglais aux
États-Unis et au Canada et en Australie, le français partout ailleurs. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est l'Inquisition qui explique, l'Inquisition qui est la clé pour qu'on puisse comprendre l'Europe aujourd'hui, l'Europe actuelle. Donc, si je comprends bien, l'Inquisition est à l'origine de l'expansion coloniale un peu partout dans le monde. Tout à fait. Sans Inquisition, il n'y en aurait pas eu. Alors, vous avez écrit croisade au pluriel. Donc là, vous parlez de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale. Et nous allons nous focaliser sur le Congo. Nous savons très bien que le Congo a payé un lourd tribut pendant cette période dite de la traite négrière, néologisme tendancieux que nous contestons parce que nous considérons qu'il n'y a jamais eu traite en Afrique. C'est pour cela que les historiens afro-américains ou afro-caribéens parlent de Mafa, mot emprunté à la langue swahili qui signifie catastrophe. L'Afrique a connu une hécatombe. Et d'ailleurs, cette hémorragie humaine explique aujourd'hui sa situation actuelle. La question que je me pose est la suivante. Avant que justement la MAFA, dite traite négrière, soit autorisée par le pape Nicolas V, dont le vrai nom est Tommaso Perantucelli, bulle papale signée le 8 janvier 1454, qui est connue sous le nom de la bulle Romano-Pontifex, la question que je voudrais savoir est la suivante. Lorsque le pape prend la décision d'autoriser justement le commerce des Noirs, autour de lui, n'a-t-il pas des conseillers pour l'en dissuader? Puisque le pape, en tant que chef d'État, est entouré de conseillers. Vous avez exercé en tant que curé, ayant étudié la théologie. Quels sont les éléments dont vous disposez pour nous édifier? Mais j'ai dit que pour comprendre cela, il faut revenir toujours en arrière. C'est l'histoire qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Ce pape-là est dans la suite des autres papes. Ceux qui ont inventé l'Inquisition, ce sont des papes. C'est la papauté qui a inventé l'Inquisition. Ça veut dire les papes avec son monde tout autour. Ce sont eux qui ont inventé l'Inquisition. Ce sont eux qui ont imposé l'Inquisition. Ils sont allés en guerre contre des papes qui ont pris sont allés en guerre contre la population européenne. Donc, parce que pourquoi? C'est pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir totalement. Donc, eux, ils étaient dans cette logique-là du pouvoir. Ils sont arrivés à cette analyse que le monde étant créé par Dieu, et Dieu ayant eu un fils unique, Jésus, lequel fils unique a donné le monde à l'Église. Donc, voilà la conclusion. Il n'y a aucun coin du monde qui peut échapper à l'Église. L'Église est donc maîtresse du monde et par conséquent de l'Afrique également. Donc, quand ils viennent en Afrique, ils viennent chez eux. Ils ne viennent pas. Quand le Diego Cao arrive au Congo, la première chose qu'il fait, c'est pas de dire bonjour aux gens, tout ça, il va dire bonjour effectivement, mais il prend son padroit, son piquet, qui montre que cette terre-là, c'est la terre du Portugal, en fait, la terre du pape. Quand le Portugal, le roi du Portugal, le roi était serviteur du pape, c'est la terre papale. Donc, ils viennent chez eux. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand le pape prend cette mesure-là, ben, il la prend en tant que propriétaire attitré de cette terre-là. Donc, de la terre africaine, de la terre Congo. La terre Congo est, à ses yeux, la terre la terre de Dieu et donc la terre du pape. Parce que le pape, c'est le représentant légitime de Dieu. Il n'y en a pas d'autre dans sa configuration. Donc, quand il demande s'il n'y avait pas des gens à côté de... Mais tous pensaient la même chose. Le pape n'était pas quelqu'un d'autre. Le pape était quelqu'un qui était un de ceux-là, qu'on élisait, qui montait, qui devenait pape. C'était pas que des gens... C'était pas une lignée de gens qui sont formés de père en fils ou donc un neveu pour être pape. Non. Et ici, il faut voir que justement, cette façon ancestrale de transmission du pouvoir, l'Église l'a cassée pour dire que tout un chacun peut devenir
chef, peut devenir pape, peut devenir tout ce que l'on veut. Il n'y a plus de lignée. Le pouvoir a été sécularisé de cette façon-là, au niveau que chacun peut devenir pape, chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, Saint Nicolas V n'était pas quelqu'un d'autre, il était exactement comme ceux que tu décris, de son entourage. C'était l'entourage, c'est de cet entourage que vient l'Inquisition. Et il dit que c'est l'Inquisition qui est la clé pour comprendre ce qui est arrivé en Afrique. Alors, aujourd'hui, on a l'impression, lorsqu'on observe la situation dans nos pays, particulièrement en RDC, on a l'impression que le Vatican perd la main sur ces territoires, puisqu'il y a l'émergence des nouvelles églises qu'on appelle les églises dites de réveil. Et qu'est-ce qui explique cette effervescence? Y a-t-il quelque chose de bon, de nouveau dans ces églises? Parce que la RDC pourrait être considérée comme l'une des plus grandes usines à pasteurs, à prédicateurs. Oui, mais il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Et puis l'Église ne perd pas la main, au contraire. L'Église garde tous ces territoires. Non, j'ai parlé du Vatican. Justement, mais c'est ça, le Vatican, c'est l'Église, donc l'Église catholique. Mais parce que l'Église catholique a des domaines au Congo. Et là, le Congo est presque tout entier entre ses mains, hein, parce que ce qu'on appelle les diocèses, là, ce sont des entités. Il n'y a aucune église indépendante, aucune église de réveil qui peut rivaliser l'église catholique quant à la possession des territoires. Les territoires congolais, les Congolais ne savent peut-être pas ou peu que leur territoire est entre les mains de l'église, donc de la papauté. Je crois que 60% des territoires congolais sont entre les mains de la papauté. Hein. Parce que les missions catholiques, mais ils ont des territoires immenses. Rien qu'à Kinshasa. Hein, regardez toutes les terres qui appartiennent aux frères des écoles chrétiennes, qui n'existent plus comme compagnie. Ici, on n'en parle plus ici, mais au Congo, ils ont des territoires. Les jésuites, c'est pareil. Les scotistes, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont des territoires immenses au Congo. Donc, je dis, le problème de l'Église catholique, ce n'est pas qu'on peut prêcher comme on veut, il s'en fout, mais lui a les territoires. Donc, pour lui, c'est ça surtout. C'est comme ici en Europe. Hein. En Europe, ici, l'Église, on peut dire tout ce que l'on veut, on devient des athées, on devient quoi que ce soit, mais l'Église, elle ne bouge pas. Elle a ses territoires. Et regardez combien il y a des églises ici en Europe qui peut. Il n'y en a pas des gens qui vont titiller l'église ici, c'est pas possible. Elle est maîtresse en Europe. Donc, alors, ceux qui font des prédications maintenant, tu dis que c'est une usine à pasteurs, c'est vrai, mais évidemment, c'est la situation du Congo aujourd'hui. C'est surtout de Kinshasa, c'est à cause de cette. Mais en fait, ça a été fait à dessein. Parce que dans les années, ça date des années 80, en fait. C'est à partir des années 80 que l'impérialisme a décidé de mettre le Congo à genoux. Donc, d'accomplir le vœu que le Congo puisse appartenir à jamais à l'impérialisme occidental. Les mettre à genoux, c'est-à-dire mettre toute la population congolaise au chômage. Donc, toutes les usines, les peu d'usines qu'il y avait là-bas ont été fermées dans ces années-là. Et ça a été l'année de la restructuration de l'économie congolaise, où toutes les entités de l'État, les entreprises étatiques ont été privatisées et vendues à vil prix à n'importe qui. Tout ce qui est les systèmes éducatifs, les systèmes hospitaliers, tout cela a été négligé parce que l'État ne pouvait plus intervenir, si bien que la population congolaise a été rendue dans une situation de pauvreté presque insoutenable. Donc, à partir de ce moment-là, c'était devenu le pain béni pour le prédicateur.
les prédicateurs ont apparu au Congo à ce moment-là, venant des États-Unis. Les premiers sont venus pour prêcher prêcher l'espérance. Non, ne vous en faites pas, ça va aller. Même si vous souffrez maintenant ici. C'était ça le message. Et les Congolais ont suivi. Il faut savoir, donc, c'est ceux qui sont les premiers qui sont venus, qui ont prêché au Congo. Ce sont les pasteurs blancs, les pasteurs européens, américains blancs qui sont venus prêcher au Congo. Et avec des traducteurs congolais, ce sont ces traducteurs congolais qui ont été transformés en pasteurs et maintenant ça s'est multiplié jusqu'aujourd'hui. Mais je veux dire qu'à la base, pour moi, c'est ce complot contre le peuple congolais pour le paupériser vraiment à grande échelle. Et la situation ne fait que s'empirer de jour, de plus en plus. Vous parlez des Congolais comme des victimes. Quelle est donc la part des responsabilités des Congolais dans tout ça, au moins du moins de son élite, de l'élite congolaise? Bon, il y a ça, c'est l'argumentation d'une des personnes que j'ai étudiées dans ma thèse, qui s'appelle Godfrey Nzomuzo, qui dit que c'est l'élite africaine qui est à la base de la misère africaine, et que l'élite africaine, c'est elle qui est responsable, et que par conséquent, c'est cette élite qu'il faudrait changer. C'est oui et non, évidemment. Quand on parle de l'élite en Afrique, on peut dire qu'il y en a deux, pour ainsi dire. Il y a l'élite militante, si je peux dire ainsi, il y a l'élite prédatrice. Au Congo, il faut savoir que l'élite dont on parle souvent, c'est celle qui a été formée dans les années 56, 57, 58, avec ce qu'on a appelé les évolués. Donc, ce sont des gens qui ont été arrachés à la culture africaine et à qui qui ont été, pour ainsi dire, fabriqués, martelés, à qui on a fait croire que l'humanité vraie est européenne et blanche, et que pour être un vrai homme, il devait renoncer à être des Africains, il devait renoncer à la culture africaine, il devait renoncer à la langue africaine, il devait renoncer à l'être africain et se mettre sur les chemins pour acquérir l'humanité réelle, l'humanité européenne, ce qu'on appelait les évolués. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir en 1960, ce sont ceux-là. Même si parmi eux, il y avait une fissure, notamment avec l'aile que portait Lumumba, qui était une aile révolutionnaire, donc par rapport à cette aile des évolués, parce qu'il allait à l'encontre de cette évolution voulue par le système colonial. Mais donc, il y a eu cette fissure-là, et c'est plutôt l'aile coloniale qui a eu le dessus, parce que l'aile de Lumumba a été massacré, avec Lumumba lui-même en tête, et tout son système s'est écroulé. Et ce qui a triomphé, donc quand on parle de la responsabilité de l'élite congolaise, donc il faudrait voir qu'à la base, il y a cette volonté-là qui n'est pas congolaise, qui est coloniale quand même, de faire des Congolais des évolués. Ce n'est pas les Congolais qui ont recherché ça. Les Congolais ont été mis devant un fait accompli. Certains ont mordu, d'autres pas. Et ce sont ceux-là qui ont mordu, mais qui ont les destinées du Congo jusqu'à ce jour. Parce que ce sont leurs fils, les fils de ces évolués qui ont dirigé le Congo, qui continuent à diriger le Congo jusqu'à aujourd'hui. Sur cette voie-là, est-ce que c'est la responsabilité des Congolais? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, est-ce que les Congolais, ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux-là qui ont été évolués, ils doivent continuer à l'être
Évidemment pas. Mais il dit, mais là, nous sommes dans une autre problématique de la personne humaine qui est complexe. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde, par exemple, que tous les Congolais doivent avoir une même vision du Congo. Il peut avoir plusieurs visions du Congo. Donc, ça, c'est la nature humaine qui le veut ainsi. Et il y a dans la nature des gens qui sont capables de voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est comme ça dans la nature. Donc, il n'y a pas une ligne que l'on va déterminer absolument. Mais je veux dire simplement que par là, que c'est une lutte qui est menée. C'est une lutte, non pas entre le bien et le mal, mais une lutte simplement une lutte pour la survie. Et que cette lutte, bon, il y en a qui trouvent leur compte dans le système actuel, parce que ça leur profite, c'est-à-dire qu'ils peuvent bien vivre avec leurs enfants, ils vivent bien, ils mangent bien, ils se promènent comme ils veulent, et que la souffrance des autres, ça ne les préoccupe pas tellement. Mais c'est aux autres, et qui font, je crois qu'il y en a aussi qui font de leur mieux pour que ces situations puissent changer, mais je crois qu'on ne peut pas voir le problème qu'au niveau du Congo, c'est un problème au niveau de l'Afrique entière, et disons même au niveau de la communauté noire en réalité, que du Congo simplement. Et c'est quoi? C'est à ce niveau-là qu'il y aura solution, si on peut dire, à cette question, qu'au niveau simplement du Congo actuellement. Comme j'ai dit, le leadership au Congo actuellement, il est un leadership colonial à 100%, donc c'est la colonisation qui continue. Et que mais qu'il y a une lutte. Il y a une lutte qui est engagée. On le voit par exemple avec la diaspora ici en Europe, comment elle se démène pour que la situation au Congo puisse changer. Mais ce combat de la diaspora n'est pas né comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même tout le Congo ne marche pas que d'un seul pas. Il y a d'autres pas. C'est vrai, il y a un pas qui est sur la ligne coloniale, mais il y a quand même un autre pas qui est sur la ligne de notre ancestralité qui veut un Congo vraiment un Congo indépendant, un Congo qui se défend et un Congo où il fait bon vivre pour tout le monde. Alors, pour conclure, j'aimerais faire une petite observation. Effectivement, lorsqu'on voit l'élite dirigeante en Afrique, particulièrement en Afrique dite subsaharienne, nous avons notamment le cas de la Centrafrique, Lubongi Chari à l'époque, celui qui devait diriger le pays, qui devait être le père de l'indépendance, Barthélemy Boganda, était séminariste et curé. Lorsqu'on arrive au Congo-Brazzaville, le père de l'indépendance, l'abbé Fulbert Yulou, est également curé, et Joseph Kaboubou, père de l'indépendance de la République démocratique du Congo actuelle, a failli être curé puisqu'il lui aussi est passé par le séminaire. Maintenant qu'on a fait ce constat, le constat est là, il est fait. Il y a une sorte de formatage dans le séminaire. On a vu quand même en Amérique latine des évêques comme Don Elder Camara lancer une théologie, la théologie de la libération, qui était une théologie qui a fait son effet au Brésil, dans certains pays, même en Haïti, puisque Jean-Bertrand Aristide, ancien président d'Haïti, haïtien, était également curé et on l'a vu être porté par la masse au pouvoir. Mais qu'en est-il du Congo? Quelles sont donc les solutions que vous préconisez? Aujourd'hui, nous n'avons plus de curé à la tête de nos pays, même si c'est une mentalité d'évoluer, entre guillemets, et peut-être qui a été attribuée justement à cette élite par le colon, mais nous avons fait l'analyse, nous avons fait le constat. Quelle solution préconisez-vous pour terminer? Bon, moi, la solution, comme je l'ai dit, je la vois au niveau de l'Afrique en général. Le problème pour moi, d'après mon analyse, le problème de l'Afrique aujourd'hui est qu'elle est isolée, totalement isolée. Alors, quand un territoire est isolé comme l'Afrique l'est, ainsi, aujourd'hui, il est difficile, dans ces cas-là, qu'il puisse avoir des initiatives de libération qui puissent porter. Parce qu'on est en prison, quand quelqu'un est en prison,
c'est difficile à ce moment-là, quand on est en prison, d'exercer une liberté émancipatrice, une liberté qui puisse être porteuse d'autres des constructions, je veux dire une liberté qui puisse construire. Or, l'Afrique est dans cette situation-là d'un territoire qui est emprisonné. C'est pour ça que moi, j'ai dit, pour moi, il est temps que les Africains fassent de leur mieux pour relier leur continent, malgré ce que l'on pense, avec l'Europe et avec l'Asie, par des structures qui doivent être des structures, des œuvres, comme des ponts, comme des tunnels. Pour moi, je trouve cette importance-là. Il est important que les Africains puissent enfin respirer, qu'ils puissent sortir de chez eux dans ce sens-là, librement, et que les Africains ne soient plus confinés en Afrique. Ça, c'est le problème. Pour moi, le problème est celui-là. Maintenant, ça, c'est au niveau de l'Afrique en général. Au niveau du Congo, mais moi, je crois que la solution, elle est simple. Nos ancêtres, je dis aujourd'hui au Congo, on dit qu'il y a plusieurs ethnies ou plusieurs peuples. Mais il n'y a aucune frontière entre aucun peuple et un autre peuple. Et pourtant, chaque peuple sait où se trouve sa limite et où commence celle de l'autre. Mais c'est respecté. Pourquoi nous ne servons pas de cela même que nos ancêtres nous ont laissé? Pourquoi voulons-nous faire d'autres choses? Par exemple, au Congo, on parle de provinces. Alors, les provinces congolaises, aujourd'hui, ce sont des provinces qui se réfèrent aux rivières, qui se réfèrent aux montagnes, mais qui sont en fait la nomenclature laissée par les colons. Eux n'avaient rien à faire avec le peuple congolais. Ce qui leur importait, c'était les richesses congolaises. Les richesses congolaises étaient pour eux liées aux rivières. D'où l'importance qu'ils avaient accordée à ces rivières. Il dit, elles sont effectivement importantes, les rivières. Mais nos ancêtres les ont nommées. Ils ne se sont pas nommés suivant les rivières. Or, nous, maintenant, on se nomme suivant ces rivières-là. C'est-à-dire, abandonnons cette administration liée aux rivières, mais prenons une administration qui est liée à nos peuples. Je dis simplement, pourquoi ça ne ferait pas de chacune de nos tribus une province, par exemple? Parce qu'elles sont là. Chacune de nos tribus vit sur un territoire donné. Ce territoire peut être transformé en province. L'avantage de ceci, c'est que des provinces ainsi établies vont restaurer nos langues, vont restaurer notre culture dont nous parlons, la Renaissance africaine, ça va venir comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que je trouve que ça serait l'une des solutions. Et puis, ça va freiner l'exode rural qui tue le Congo et qui tue l'Afrique. Vous savez, à Kinshasa, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 15 millions d'habitants. Mais c'est tout simplement infernal. On va vivre comment, 15 millions de vous allez le faire vivre comment? Il n'y a pas moyen. C'est comme ça que Kinshasa, là, c'est pas un endroit de vie. Or, comment on va freiner cet exode rural si nous ne revalorisons pas nos villages, justement? Or, en faisant de nos tribus des provinces et en leur donnant l'autonomie, j'avais dit une autonomie financière et administrative, comme le faisaient nos ancêtres, nous allons revaloriser nos villages et nous allons assurer un véritable développement. Et puis, il y aura une appropriation réelle de nos richesses. Parce qu'aujourd'hui, les richesses du Congo sont bradées, mais c'est parce qu'en réalité, elles n'appartiennent à personne. Donc, tu viens de n'importe où, tu vas les défendre. Il n'y a personne pour les défendre, tu dis les défendre. Mais si les richesses sont rendues à leurs propriétaires, mais ils vont défendre les richesses pour tout le monde, finalement. Parce que le Congo va rester ouvert, il est toujours ouvert par rapport à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation. Donc voilà un peu ce que moi je préconise pour le Congo, mais pour toute l'Afrique également, que nous puissions revenir que nous puissions abandonner l'administration coloniale pour revenir à une administration qui est une administration africaine, basée sur notre tradition ancestrale, pour que nos pays redeviennent des pays africains, que nos villes actuelles
puissent être vraiment africanisées. Parce que nos villes d'aujourd'hui, qui sont un véritable problème, qui présentent le problème de nos pays, ne sont pas africanisées, ne sont pas africaines. Elles sont africaines, il y a des Africains qui y habitent, mais la structure et tout, c'est plutôt colonial. Prenez Kinshasa, la structure est totalement coloniale. Vous voyez que le centre de Kinshasa se trouve au nord, tout à fait au nord de la ville, à l'extrême nord de la ville. Le centre. Mais il n'y a jamais de centre à l'extrême nord quand même. Le centre, c'est au centre. Or, le centre de la ville, dit-on, se trouve à l'extrême nord. Et c'est cette situation, ça veut dire qu'elle attire vers elle toute la ville en réalité. C'est comme ça que ça crée tant de problèmes à Kinshasa. Dès le matin, toute la ville doit se déplacer vers le fameux centre-ville où il y a tout. Vous voyez ce que ça fait? Ça crée des embouteillages partout, c'est impossible. Et les soirs, c'est le mouvement inverse. C'est pour cela qu'il est temps que ce centre-ville-là soit déplacé, que le centre-ville actuel de Kinshasa redevienne un centre d'affaires, mais que le centre de la ville, le cœur de la ville, soit vraiment au centre. C'est ce que moi je préconise, notamment dans l'espace qu'on appelle Matongue actuellement à Kinshasa, là, dans ces environs-là, mais qu'on développe. Là où se trouve maintenant le palais du peuple, là où on a construit le musée, mais qu'est-ce que ce soit vraiment l'endroit, le lieu où la présidence de la République, aujourd'hui la présidence de la République au Congo, c'est l'endroit qui est le moins visible des Congolais. La plupart des Congolais qui vivent à Kinshasa n'ont jamais vu de leurs yeux où se trouve le bureau de leur président. Le palais présidentiel, on ne sait pas, ce qu'on appelle le palais de la nation, est invisible aux yeux des Congolais, parce que c'est caché. Contrairement, par exemple, au palais de la nation, que tout le monde peut voir en passant, ne fût-ce qu'en passant. Donc, pour moi, il est temps vraiment d'abandonner cette structure coloniale-là et de revenir à un pays qui est proche de ça, à une administration et à un pouvoir qui est proche de son peuple et qui est comme nos ancêtres nous l'ont laissé. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour le Congo. En tout cas, merci infiniment pour vos explications. Vous avez notamment développé la notion de confinement des Africains sur leur continent, de la création des tunnels, des passerelles qui permettraient aux Africains de sortir, mais et les Africains également, sur leur propre continent, ne peuvent pas se déplacer parce que il y a encore les frontières héritées de la colonisation qui sont un véritable obstacle à la mobilité des biens et des personnes, à la circulation des biens et des personnes. Et je pense qu'il faudra méditer sur toutes ces questions-là et surtout la question aussi du panafricanisme d'un État fédéral, parce que Lumumba, justement, était l'un des pionniers, puisque Kinshasa, au début des années 60, justement, a abrité une conférence panafricaine dont on ne parle pas assez dans la lancée de celle qui a été initiée par Kwame Nkrumah en 58, qu'on a intitulée la conférence des Freedom Fighters, la conférence des combattants de la liberté à laquelle ont participé des hommes comme Ahmed Ben Bella, France Sanon, Ahmed Sékou Touré et bien d'autres. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et il serait bon de nous montrer quelques exemplaires de vos ouvrages que nous serons heureux de faire connaître à nos auditeurs et nos spectateurs. Ça, c'est le premier livre dont je parlais, La mission salvatrice au Congo, réduire les espaces de vie en prison et en enfer. Il a 350 pages. Et il est écrit en 3 parties. La première partie parle du Congo ancestral, justement, comment est-ce que le Congo a été organisé par nos ancêtres, donc le royaume Congo. La deuxième partie parle du Congo de Léopold II, qui est le Congo, j'appelle moi le hold-up de Léopold II, parce qu'il a dit que c'était un État indépendant, alors que lui-même était un étranger qui parlait d'un État indépendant. Et la troisième partie parle du Congo infernal, du Congo enfer, celui de Mobutu et de tous ceux qui l'ont suivi maintenant. Et j'ai terminé par une note d'espoir, évidemment, pour dire que les Congolais étaient debout, malgré cela, depuis toujours,
depuis Kimpavita, en passant par Simon Kimbangu, en passant par le Mumba, et jusqu'à maintenant, en passant également par les prêtres qui ont organisé la résistance à Kinshasa contre Mobutu en 1900. 90. Voilà, 90. Là. Donc, pour montrer, et puis ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora, qui montre très bien qu'il y a un fil rouge de cette résistance-là. Donc, c'est ça dans ce livre ici. Alors, ce livre-là, je l'ai intitulé La Renaissance africaine des villes rurales vertes de Songhai. C'est un livre qui a 250 pages. Je montre là-dedans que l'Afrique existe, mais que l'Afrique est une prison. La première partie, oui, je montre comment est-ce que l'Afrique est aujourd'hui une prison, ce dont je venais de parler il n'y a pas longtemps, notamment les bases militaires étrangères qui sont situées. Il y en a une centaine de bases militaires étrangères en Afrique. Et puis, il y a également la fameuse base militaire mouvante européenne sur la Méditerranée, qui privatise cette mer commune, qui en fait simplement une mer pour les Européens, parce qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, les Africains sont interdits d'accès à la mer Méditerranée. L'unique accès qu'ils peuvent faire, c'est sur des petits bateaux de fortune, donc pour aller mourir. Autrement, ben, la mer Méditerranée, pour les Européens, ils peuvent prendre des bateaux comme ils veulent, peuvent aller se balader comme ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent là. Or, cette mer Méditerranée, qui est le berceau des temps de civilisation, a toujours été notre mer commune. C'est pour cela que je dis aujourd'hui qu'il est temps qu'il y ait des ponts et des tunnels, parce que justement, l'Europe christianisée a isolé l'Afrique en creusant le canal de Suez contre l'Afrique, parce que l'Afrique était d'abord reliée grâce à l'estime de Suez à l'Asie, et c'est grâce à cette liaison que l'Asie s'est développée, par son contact avec l'Afrique. Et également par le détroit de Gibraltar, l'Europe était reliée à l'Afrique. C'est ainsi que l'Empire romain a pu prospérer, parce que l'Empire romain, son cœur, c'était surtout l'Afrique, c'était pas du tout l'Europe, hein, contrairement à ce que l'on croit. Cet empire romain, l'Afrique était tellement importante pour lui, pardon. Donc, il faut dire que là aussi, il est temps, aussi bien au canal de Suez maintenant qu'au détroit de Gibraltar, qu'il y ait des ponts et des tunnels pour lier l'Afrique aussi bien à l'Europe qu'à l'Asie, plutôt que de la laisser dans cette situation de prison mortelle où on veut qu'elle puisse mourir. Parce que si on laisse l'Afrique dans cette situation, il y a un risque, il y a à craindre qu'il n'y ait plus d'Africains d'ici Pakistan, parce que dans une situation de prison, comment voulez-vous qu'il y ait une prospérité et qu'il y ait une croissance? Même si on dit que l'Afrique va avoir une croissance, elle va avoir des milliards, mais moi, personnellement, je trouve que c'est sans issue tant qu'on va rester emprisonné ainsi. Donc, il est temps que l'Afrique puisse sortir de la prison. Donc, voilà, c'est deux livres. Mais là, il y en a d'autres. Il y a encore le petit livre ici que j'ai publié. Là, l'Afrique est en danger. C'est un message que j'adresse à la jeunesse africaine, où je leur fais prendre conscience de ce que je viens de dire maintenant, que l'Afrique est en danger et que la jeunesse africaine doit se ressaisir et comprendre ce qui se passe. Donc, je lui dis que voilà donc la situation de l'Afrique aujourd'hui. Il est important que la jeunesse puisse le savoir. Alors, j'ai oublié de dire qu'ici, je me suis inspiré de travail de Godfrey Zamuzo au Bénin, où il est en train de lancer un nouveau concept de ville rurale verte pour essayer de sortir l'Afrique de ce marasme. Bon, donc,
c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est peut-être un jalon vers la Renaissance africaine, évidemment. Il y a, il y a, il y a bien d'autres choses à dire, mais quand même, je l'encourage par rapport à ce travail-là qu'il a commencé à faire et que les jeunes peuvent aussi suivre. Donc voilà, sinon, il y en a d'autres. Il y a d'autres livres, notamment Croisade de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale, mais qui n'est pas ici. Mon nouveau livre, c'est sur la radio de Kikwit que j'ai dirigée pendant 5 années, Radio Tomisa. Alors, j'ai expliqué là-dedans comment est-ce que j'ai travaillé, quel était mon pari et quels sont les risques que j'ai courus et les résultats auxquels nous sommes arrivés. Parce que cette radio a aujourd'hui 25 ans, ce qui m'honore énormément. Ok, Voilà donc. merci.